Bonjour, donc je vais vous parler moi d'espèces non indigènes marines en Méditerranée et prendre pour ça l'exemple du crabe bleu américain qui nous pose quelques soucis en local. Alors, petit rappel, la mer Méditerranée, c'est une mer quasi fermée qui présente une circulation de masse d'eau plutôt complexe, un très fort taux d'endémisme, c'est-à-dire qu'on va trouver en Méditerranée des espèces qu'on ne trouvera ailleurs, qu'on ne trouvera pas ailleurs. Et puis, on sait que cette Méditerranée, elle est aussi extrêmement riche en termes de biodiversité, plus de 10 000 espèces recensées, alors que la Méditerranée, ce n'est que 0,8% de la surface des océans, et pourtant, il y a 10% des espèces marines qui sont présentes dans cette mer. Donc biodiversité exceptionnelle, très fort taux d'endémisme, entre 15 et 20%. Chez nous, sur le littoral des Pyrénées-Orientales et plus largement sur l'Occitanie, on a un concentré de Méditerranée avec quasiment tous les biotopes qu'on pourrait retrouver en Méditerranée, des fonds rocheux, des fonds sableux, des lagunes côtières, des canyons, le grand large. Enfin, on a vraiment une richesse vraiment exceptionnelle. Mais chez nous, comme ailleurs en Méditerranée, on se retrouve face à des menaces assez classiques maintenant. Le transport maritime, la Méditerranée concentre 30% du transport maritime mondial. La surpêche, qui principalement maintenant touche la partie orientale de la Méditerranée. On va aussi avoir des problématiques de pollution plastique, évidemment. La Méditerranée, elle est encore une fois quasi fermée, donc elle concentre beaucoup. Et puis il y a aussi beaucoup de tourisme, beaucoup d'activités autour des littoraux de la Méditerranée, ce qui explique cette forte concentration en plastique. Et puis on a évidemment d'autres menaces plus globales, comme le changement climatique, la surfréquentation touristique, je viens de le dire, et puis évidemment les espèces non indigènes qui sont évidemment corrélées à ce problème de changement climatique en particulier, mais aussi aux autres pressions, puisque en faisant des pressions sur les espèces locales, on les affaiblit et on laisse la place donc à des espèces qui viennent d'ailleurs. Alors je vais commencer par quelques définitions, parce qu'on se mélange un peu les pinceaux entre espèces non indigènes, espèces exotiques envahissantes, espèces exotiques. Enfin, il y a vraiment toute une terminologie qui se mélange parfois. Alors les espèces non indigènes, ce sont des organismes qui vont être introduits volontairement ou non, hors de leur aire de répartition naturelle. Quand elles vont s'établir et proliférer, elles vont pouvoir devenir envahissantes, on appellera ça les triple E, espèces exotiques envahissantes, et elles vont perturber gravement les écosystèmes locaux. En gros, en Méditerranée, on sait qu'on a actuellement environ 1000 espèces non indigènes, et certaines donc sont devenues espèces exotiques envahissantes. Donc en classification, une espèce exotique, en gros, c'est aussi une espèce indigène, donc une espèce introduite hors de son aire de répartition naturelle. On peut avoir aussi des espèces établies, acclimatées ou naturalisées, c'est-à-dire qu'elles vont être intégrées à l'écosystème local et stables sur plusieurs générations, sans avoir forcément d'impact. Elles peuvent être donc ensuite envahissantes ou invasives, on utilise les deux terminologies. Même si au niveau scientifique, on a plutôt tendance à parler d'espèces exotiques envahissantes. Donc là, expansion rapide avec des impacts négatifs vraiment avérés. Et puis, il y a d'autres terminologies. Quand on parle d'espèces dont on ne connaît pas l'origine, on parle de cryptogéniques. On parle d'espèces férales quand elles se sont échappées de la captivité, de l'aquaculture par exemple. Donc voilà, il y a vraiment une terminologie assez importante. Alors si on revient sur les espèces exotiques envahissantes, celles qui causent vraiment des problèmes, il faut savoir que quand on parle d'espèces exotiques envahissantes, on considère l'animal adulte, mais on considère aussi sa descendance, donc les œufs, les larves, vont faire partie du contexte en fait d'espèces exotiques envahissantes. Et encore une fois, donc une espèce exotique envahissante, elle est introduite par l'homme de manière accidentelle ou volontaire, mais surtout pour être considérée comme exotique envahissante, il faut qu'elle ait un impact sur l'environnement. Donc on a une stratégie au niveau national qui s'appelle la stratégie relative aux espèces exotiques envahissantes qui va permettre de définir une réglementation. Il faut savoir en fait que ces espèces elles peuvent être classées à deux niveaux, ces espèces exotiques envahissantes. Un premier niveau qui va réglementer en fait leur transport, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les relâcher quand elles sont en niveau 1, on n'a pas le droit de les relâcher volontairement ou involontairement dans le milieu naturel. C'est principalement la seule réglementation qu'il y a sur ces espèces de niveau 1. Et quand on est sur des espèces de niveau 2, là par contre, le commerce est interdit, le déplacement est interdit. Enfin, on se retrouve vraiment dans un contexte où on va avoir tout un tas de réglementations qui vont viser à faire en sorte que cette espèce exotique envahissante ne puisse pas repartir dans le milieu naturel et en tout cas se déployer dans d'autres zones que celles où elle se trouve déjà, malheureusement. Alors l'origine de ces espèces non indigènes, on va les prendre au sens large et on ne va pas considérer que celles qui sont envahissantes, dans les vecteurs qui permettent
d'expliquer leur présence dans la Méditerranée, mais aussi dans d'autres zones. Quand on parle d'espèces exotiques envahissantes, on peut en avoir, ou d'espèces non indigènes, elles peuvent être terrestres, elles peuvent être dans tous les océans. Donc, en Méditerranée, on va avoir comme principal vecteur le canal de Suez, qui est le canal en fait, qui fait la jonction entre la mer Rouge et la Méditerranée, qui a été construit à la fin du 19e siècle et qui pour permettre en fait, un transport maritime plus aisé entre l'Asie et l'Europe et les États-Unis. Puis, enfin l'Amérique, et puis donc on va appeler les espèces qui traversent ce canal les migrants lessepsiens, le canal ayant été créé par Ferdinand de Lesseps, un ingénieur qui a donc donné son nom malheureusement à ces espèces qui traversent son canal. On a d'autres espèces qui s'appellent les migrants herculéens, ce sont ceux qui vont rentrer naturellement par le détroit de Gibraltar, point d'entrée avec l'Atlantique de la Méditerranée, puis plus rares, des espèces qui viennent de mer Noire aussi, mais en passant par la mer de Marmara et le détroit des Dardanelles. Donc ça, c'est la première cause. On a aussi une cause qui va être c'est une des causes. On a une cause aussi qui est le transport maritime, qui est à cause de l'eau de ballast. Donc ces eaux qui permettent d'équilibrer les grands cargos vont entraîner le déplacement de larves de tout un tas d'organismes qui se retrouveront à destination dans des eaux qui ne sont pas leurs eaux d'origine, malheureusement. Ça peut être lié aussi à l'encrassement des coques. Les coques vont transporter à ce moment-là des organismes qui seront cette fois au stade adulte, alors que dans les eaux de ballast, on aura plutôt des organismes au stade larvaire. L'aquaculture aussi est une voie d'introduction d'espèces exotiques assez importante. On peut par exemple importer des huîtres, et puis sur ces huîtres, on peut avoir des algues et se retrouver comme ça avec un envahissement d'algues qui n'aura pas été attendu au départ. Et puis on a aussi, alors c'est plus anecdotique, mais ça peut poser problème, le commerce aquariophile avec des espèces tropicales qui peuvent être rejetées intentionnellement ou pas dans la mer Méditerranée ou dans d'autres eaux. Alors, si on regarde l'origine de ces introductions en Méditerranée, évidemment, quand on est en Méditerranée orientale, on voit bien que c'est en fait le corridor, donc le canal de Suez, qui permet l'introduction de ces espèces dans le bassin oriental. Ailleurs, ça va être le transport maritime, principalement lié au cargo, donc qui va expliquer entre 30 et 50% de la présence de ces espèces non indigènes dans la mer Méditerranée. Après, il peut y avoir d'autres causes, mais c'est vrai que ce sont les deux principales qui vont être à l'origine de cette présence de ces espèces non indigènes dans la Méditerranée. Alors, comment se passe... Comment se passe donc l'invasion ? Les étapes d'une invasion par une nouvelle espèce, ça va être d'abord une introduction. Alors s'il y a un individu ou deux qui rentrent, généralement la population ne va pas s'établir. Mais si on a un groupe assez important d'individus qui rentrent et des deux sexes, évidemment là on va commencer à avoir de la reproduction et donc un établissement de l'espèce dans un nouveau territoire. On va ensuite avoir un processus d'expansion. Et puis une intégration dans les réseaux écologiques avec plus ou moins de dégâts. L'espèce va pouvoir s'intégrer en faisant évidemment de la prédation ou de la concurrence aux espèces locales. Et chaque étape, elle va dépendre des caractéristiques biologiques des espèces et des conditions écologiques locales. Si évidemment le milieu dans lequel l'espèce arrive est dégradé, ça va être beaucoup plus facile pour l'espèce non indigène de s'intégrer. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent ces invasions ? On a le changement climatique, notamment le réchauffement de la mer, qui va faciliter en particulier l'établissement d'espèces dites tropicales. C'est ce qui se passe avec la mer Rouge, et donc on a de plus en plus d'espèces qui rentrent de mer Rouge vers la Méditerranée orientale. Vous voyez ici sur l'illustration, en 2022, la température de surface de l'eau de mer, qui était au mois de juin déjà quasiment partout 5 degrés supérieurs à la température normale attendue. Donc on voit bien qu'il y a ce processus qui permet ces arrivées. On peut avoir après des perturbations anthropiques comme la pollution, l'urbanisation littorale ou la surpêche qui vont créer des niches écologiques vacantes ou finalement en impactant les espèces locales, permettre à des espèces non originelles de la zone de prendre la place de ces espèces locales qui auront été impactées. On a aussi une homogénéisation des habitats par les constructions, les ports par exemple, ou les digues, qui vont être des relais pour ces espèces non indigènes. Les digues qui permettent d'éviter l'érosion côtière vont permettre à ces espèces, de proche en proche, parce que ces digues souvent sont peu colonisées par rapport au milieu naturel, de servir de support ou d'abri à des espèces non locales, donc à des espèces non indigènes, et de proche en proche, elles vont pouvoir coloniser ensuite des habitats naturels.
Le fait aussi qu'en local, souvent, il n'y ait pas les prédateurs et pas les parasites, ben, ça va aider évidemment à l'introduction de ces espèces et à leur établissement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau génétique, quand on regarde ce qui se passe, on pourrait s'attendre au fait qu'il y ait une diversité génétique qui soit relativement faible, parce qu'on peut s'attendre qu'il y ait peu d'individus qui soient rentrés, et que donc cette diversité génétique soit finalement peu élevée en raison de croisements entre quelques individus. En fait, Giacomo Bernardi, qui est un chercheur aux États-Unis, qui a fait une présentation sur les espèces exotiques envahissantes, justement ici, il y a 3 ans, nous avait montré que, en fait, non, on observe rarement en fait, un goulot d'étranglement, donc un bottleneck au niveau génétique, parce que généralement, quand une espèce arrive à s'installer et qu'elle explose en densité, c'est qu'il y a eu beaucoup d'individus qui sont rentrés. Ce n'est pas seulement quelques individus. Et ce qu'il nous avait montré aussi, c'est que pour certaines espèces, il y a une présélection qui s'opère avant même que l'espèce soit rentrée en Méditerranée. Donc, par exemple, en mer Rouge, ce sont des individus de la mer Rouge qui rentreront en Méditerranée, mais qui auront des gènes adaptés à la salinité de la Méditerranée, qui est plus faible que celle de la mer Rouge. Donc, il y a quand même des processus génétiques qui existent, mais quoi qu'il en soit, généralement, il y a quand même des arrivées massives. Ce n'est pas 1-2 individus qui arrivent et qui se reproduisent, c'est souvent une cohorte entière qui arrive au stade larvaire et qui va ensuite pouvoir se reproduire. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans le futur? Toujours, Giacomo nous expliquait ça. En fait, quand on considère les espèces léseptiennes, donc là vraiment les espèces qui viennent, qui viennent de la mer Rouge au travers du canal de Suez, on se rend compte que finalement dans les premières décennies qui ont suivi l'ouverture du canal, il y avait peu de migration. Peu de migration parce qu'en fait, au centre du canal de Suez, il y avait des lacs salés qui servaient de barrière et qui empêchaient donc ces migrations de se poursuivre. Il y a le barrage d'Assouan ensuite qui a été créé et ce barrage d'Assouan a dessalé ces zones de lacs salés qui se trouvaient en plein milieu du canal de Suez. Ça a ouvert la porte à l'arrivée de nouvelles espèces qui ont réussi comme ça à traverser. Et puis maintenant, on voit bien que depuis une trentaine d'années, à cause du réchauffement climatique qui s'accélère actuellement, évidemment, le nombre d'espèces qui rentrent est beaucoup plus important qu'il ne l'était il y a encore 50 ans. Alors, quels sont les impacts de ces espèces envahissantes quand elles vont avoir de l'impact, alors des impacts écologiques, mais aussi des impacts économiques et sociaux? Alors, ces espèces, elles vont supplanter les espèces autochtones par compétition, par prédation, ou par propagation de maladies, parce qu'elles sont souvent vectrices de maladies. Elles vont parfois porter une maladie en même temps qu'elles, en fait. Elles vont parfois modifier les habitats, par exemple en recouvrant les herbiers de Posidonie. Si on se souvient du cas de la Colerpa taxifolia, cette algue introduite en Méditerranée, algue tropicale, qui à un moment donné concurrençait fortement les herbiers de Posidonie, qui eux-mêmes sont des habitats, en fait, c'est une espèce ingénieure, donc c'est une espèce qui crée de l'habitat. Certaines espèces, dans les lagunes, par exemple, vont construire des structures calcaires qui vont vraiment former des récifs qui vont modifier encore une fois cet habitat. Ça va pouvoir altérer les chaînes trophiques en modifiant la disponibilité de la nourriture et puis plus généralement réduire la biodiversité et parfois de manière drastique, on le verra avec l'exemple du crabe bleu dans la lagune de Canet. Et puis en termes d'impact économiques et sociaux, évidemment on va avoir des pertes de ressources halieutiques, donc là c'est directement la pêche qui va être visée. Donc perturbation des activités de pêche, avec même apparition d'espèces parfois indésirables dans les filets, des méduses qui vont colmater les filets, par exemple, le crabe bleu, encore un exemple, qui lui découpe les filets. On peut avoir des impacts sur le tourisme, si ce sont des méduses urticantes qui arrivent dans les eaux de baignade. Et on peut aussi, évidemment, avoir des coûts énormes de gestion et d'éradication qui vont être très élevés pour essayer de contrer ces invasions. Mais en général, quand on essaie de les contrer, c'est qu'il est déjà trop tard. Et on peut essayer éventuellement de les contrôler, mais on arrive rarement à éradiquer une invasion biologique de ce type, surtout en mer. Alors nous, à l'Observatoire, là, c'est la période où on va recevoir beaucoup d'appels téléphoniques. On va nous dire, on a vu des espèces exotiques envahissantes ou des espèces non indigènes. Et on va nous citer le baliste, la bécune à bouche jaune, la dorade coryphène. Mauvais exemple. Tout ça, ce sont des espèces locales. Alors, ce sont des espèces qui sont plutôt thermophiles, qui vont apprécier des eaux chaudes de la Méditerranée, mais qui sont en tout cas des espèces méditerranéennes, qui se rapprochent de nos côtes l'été quand la température de l'eau monte, mais qui font partie normalement du paysage, même si c'est vrai que certaines années, les densités peuvent se retrouver assez fortement augmentées en raison de l'abondance de nourriture au bord ou d'une température vraiment optimale pour elles. Mais encore une fois, on n'est pas sur des espèces non indigènes. On a d'autres fausses espèces non indigènes, comme ce grondin volant. C'est une espèce, encore une fois, de Méditerranée. On n'en avait pas ici. Depuis 3-4 ans, on commence à le voir de manière assez régulière. Mais c'est une espèce vraiment présente du côté Espagne. On en voit beaucoup du côté de Valencia, par exemple. Et c'est vrai que chez nous, maintenant, on en capture de plus en plus. Les pêcheurs en prennent de plus en plus au filet. Une espèce beaucoup plus commune, mais qui était relativement peu abondante, c'est le céran écriture, ce poisson que vous voyez en bas à droite.
Chez nous, en fait, on avait plutôt des populations de cérans qui étaient le céran chevrette, le céran chèvre ou céran chevrette, qui dominait. Il était, on va dire, 100 fois plus abondant que le céran écriture. Là, depuis quelques années, ça s'équilibre. Le céran écriture est en train de monter en densité pour devenir quasi présent en même densité que le céran chevrette. Et puis, on va avoir l'apparition aussi d'espèces qui paraissent complètement tropicales, mais encore une fois, on est sur une espèce vraiment méditerranéenne, la girelle-pan, bien présente encore une fois derrière le cap de Creuse, présente du côté de Marseille, donc elle est là depuis toujours. Mais chez nous, elle ne passait pas les hivers, elle n'arrivait pas à s'intégrer. Et donc, en fait, depuis quelques années, nos hivers sont un petit peu moins rigoureux, nos étés sont plus chauds. Donc ces animaux doivent réussir à faire des réserves plus importantes qu'ils ne les faisaient avant, durant l'été. Ils passent mieux les hivers et donc on a des populations de ces espèces-là, donc le grondin volant, la girelle-pan ou encore le céran écriture, qui sont donc plutôt thermophiles, qui arrivent maintenant à mieux s'adapter sur notre territoire, à passer l'hiver et à créer des populations assez importantes. Là, vous avez des phénomènes comme celui-là d'agrégation de girelles qui se reproduisent en grande quantité et évidemment, ça fait effet boule de neige. On se retrouve chaque année avec des quantités de plus en plus importantes de girelles dans le milieu qui va concurrencer petit à petit la girelle royale pour arriver à un équilibre à un moment donné entre les deux espèces. Et puis il y a des choses, alors là on n'est pas du tout sur des espèces exotiques ou des espèces non indigènes, il n'y a aucune confusion possible, mais là vous avez des petits mérous. Le mérou chez nous, donc l'espèce méditerranéenne par excellence, on avait des adultes en grande quantité. Ces populations d'adultes, elles ont grandi énormément au cours des dernières décennies. On est passé des années 70 à 30 individus à plus de 700 aujourd'hui. Mais depuis toujours, on ne voyait jamais de juvéniles de mérou. Donc on supposait que cette augmentation de la population était liée à des migrations d'adultes qui venaient ou de la côte plutôt PACA ou de la côte espagnole. Or, depuis 2 ans maintenant, on a apparition pendant l'été, 2 juvéniles de mérou en quantité de plus en plus importante. Là, on nous a signalé qu'il y avait une dizaine de juvéniles de mérou qui étaient présents sur le sentier sous-marin cette année dans la réserve marine. C'est quelque chose d'exceptionnel. Les premiers ont été vus l'année dernière. On les voit cette année. On supposait que c'était l'habitat qui n'était pas favorable à l'espèce. Et en fait, très probablement que c'était lié à aussi un problème de température. C'est un animal, quand il est juvénile, qui vit dans les eaux très superficielles. Et comme elles deviennent moins froides maintenant, certainement que ces mérous qui ont toujours été présents, sûrement, mais qui ne passaient pas l'hiver, maintenant passent l'hiver, puisqu'ils arrivent en fait au mois d'octobre, ils font 2 cm, et quand on va les observer au mois de juin, comme maintenant, ils font déjà une dizaine de centimètres, et ils ont passé l'hiver. Et avant, ils arrivaient certainement à 2 cm, et puis ils étaient certainement tués par le froid pendant l'hiver, et donc on ne les voyait pas. Alors par contre, on a malgré tout des véritables espèces envahisseuses, donc des véritables espèces. Alors on ne peut pas forcément dire espèces exotiques envahissantes parce que c'est une terminologie très particulière de dire espèces exotiques envahissantes, mais en tout cas espèces envahisseuses qui vont quand même poser des problèmes sur l'environnement, comme ce cténophore, donc un animal qui est de plus ou moins près proche des méduses, en tout cas c'est du plancton gélatineux, c'est un animal filtreur, le Meniopsis lady, qui en fait vient des États-Unis, qui a été très probablement transporté par les eaux de ballast et qui envahit les lagunes. Alors il a envahi la mer Noire en particulier. Il a eu des conséquences assez dramatiques sur les pêcheries, puisqu'il consomme énormément de larves et d'œufs de poissons. Et chez nous, il est présent. Alors il a une présence un peu sporadique. Il y a des années où il y en a, des années où il n'y en a pas trop. Il ne pose pas encore trop de soucis, mais c'est vrai que dans les lagunes, on peut quand même avoir certaines années une abondance assez importante de cette petite espèce. Dans les autres espèces bien connues qui sont envahissantes, on va avoir la caulerpe Caulerpa racemosa, donc qui est une algue qui va ramper sur le fond, former des petites boules, et on sait qu'à l'endroit où elle se trouve, on va avoir 30% de biodiversité fixée en moins que dans les zones où elle n'est pas présente. Première observation en Banyuls en 2018. Et maintenant, alors c'était quelques mètres carrés. Aujourd'hui, on sait qu'on a plusieurs hectares, entre autres même dans la réserve marine. Elle ne semble pas poser trop de problèmes. Elle est quand même, malgré tout, assez bien contrôlée a priori par nos hivers qui sont plus chauds, mais qui sont encore un petit peu rigoureux pour elle, certainement. Mais toujours est-il qu'elle est quand même bien là. Une espèce qui est beaucoup plus présente chez nous depuis des décennies, c'est celle-là, c'est l'algue à crochet, Asparagus armata. Vous voyez des photos que j'ai faites en drone il y a quelques semaines sur la digue de Banyuls. Toute la coloration rougeâtre que vous voyez tout le long de la digue, c'est cette algue qui est bien présente. Et on voit sur la côte, donc, du côté de l'île Grosse, donc, au pied du laboratoire, en milieu naturel, aussi les taches rouges que vous observez. C'est aussi cette algue. Elle est bien présente donc, depuis des décennies. C'est une algue qui a été a priori importée avec des huîtres.
Elle vient de Nouvelle-Zélande ou d'Australie. Elle a la particularité d'avoir dans ses tissus des composés toxiques. Donc elle présente un certain intérêt d'un point de vue pharmacologique, et donc il y aurait peut-être des moyens de la réguler en l'utilisant, en l'exploitant en fait. Mais toujours est-il que là où elle pousse, évidemment, il n'y a pas grand-chose qui pousse à côté. Et donc on voit bien que sur la côte rocheuse naturelle, il y a quand même de l'habitat naturel avec d'autres espèces qu'on peut observer, alors que sur la digue, vous voyez que par contre là on est sur de l'habitat artificiel qui déjà se prête pas trop à une colonisation naturelle, et là, évidemment, cette espèce-là, elle a trouvé toute sa place pour pouvoir se développer. Après, on peut avoir des choses plus discrètes. Alors là, ça reste une hypothèse. En Méditerranée, on a un grand coquillage qui s'appelle la grande nacre, espèce endémique de Méditerranée, qui peut faire jusqu'à 1 mètre de hauteur. Enfin, c'est un animal vraiment majestueux, qui a subi, ces populations avaient subi un très fort déclin dans les années 70 à 80, et puis la mise en protection de l'espèce avait permis, dans les années 2000, un retour de cette espèce en grande quantité, et en particulier chez nous, du côté de Bagnoul, mais ça a été un petit peu le cas dans toute la Méditerranée. Et dans les années 2016, 2017, 2018, on a eu une mortalité massive de cette espèce, liée à l'apparition dans ces tissus d'un parasite, un parasite qui est unicellulaire, qui est un Haplosporidium, donc c'est un parasite, un parasite qui va être cilié et qui va en fait amener ces graines de nacre, une fois qu'elles sont contaminées, à se paralyser. Elles vont rester ouvertes, elles vont avoir leur glande digestive qui va se bloquer, et elles vont se faire consommer une fois ouvertes par des prédateurs habituels comme les poulpes ou les dorades ou les sards. Et ce parasite donc, a entraîné sur toute la Méditerranée, et chez nous c'est aussi le cas, la disparition quasi totale de la grande de nacre. Il ne reste plus que quelques populations isolées dans les lagunes, mais chez nous, on est passé de 15 000 individus connus en 2017 à 0 en milieu naturel. Alors, il doit rester évidemment quelques animaux, mais qu'on ne retrouve pas. Mais on est passé de 15 000 à rien à cause de ce parasite. Et ce parasite, on n'en connaît pas l'origine, mais on n'est pas à l'abri justement du fait que ce soit une espèce exotique envahissante, ou en tout cas une espèce non indigène, qui soit arrivée par des eaux de ballast ou par autre chose, ou par des huîtres, et qui ait trouvé un terrain favorable pour attaquer cette grande nacre. Alors ça reste une hypothèse, mais ça pourrait être, encore une fois, un exemple d'espèce non indigène. Et puis, donc, le sujet du jour, c'est dans les véritables envahisseurs, le crabe bleu américain, ce crabe bleu qui nous pose des soucis depuis 2017 dans la lagune de Canet en particulier, Canet-Saint-Nazaire. Et donc là, c'est sur cette espèce que je vais m'attarder un petit peu plus. Alors ce crabe, il a en fait un nom qui sous-entend qu'il est extrêmement bon à consommer, puisque Calinectes sapidus, ça veut dire crabe nageur en fait, et sapidus, ça veut dire qu'il y a du goût ou de la saveur. Donc on suppose que ce crabe, il est intéressant d'un point de vue gustatif, ce qui est effectivement le cas aux États-Unis, où l'espèce qui est originaire de là-bas est bien consommée, où même les États-Unis ont des difficultés à fournir suffisamment de crabes aux consommateurs locaux. Ce crabe, on suppose qu'il est arrivé en Méditerranée au travers des transferts de bateaux, alors pas forcément par les eaux de ballast, peut-être qu'il était accroché à des coques et de bateaux, où il était dans des recoins de coques, et comme ça il s'est retrouvé en Méditerranée. Toujours est-il qu'aujourd'hui il est bien présent dans la Méditerranée. On a tendance à le confondre avec une autre espèce qui est Portunus segnis, que vous voyez à droite, qui n'est encore pas présente chez nous. Cette espèce, c'est le crabe bleu de Tunisie. La Tunisie, elle produit aujourd'hui 4000 tonnes de crabe bleu chaque année. C'est une espèce exotique envahissante en Tunisie, avec des pêcheries qui se sont vraiment centrées sur cette espèce. Et par contre, chez nous, ce n'est pas du tout la même chose. On a vraiment affaire à un crabe différent, Calinectes sapidus, donc, qui a plus ou moins la même morphologie, mais qui n'a quand même pas les mêmes préférences écologiques. On va voir quelles sont les préférences écologiques du Calinectes, donc du crabe bleu américain. L'autre crabe, le Portunus, lui, a priori, ça serait un migrant lessepsien, il arriverait de mer Rouge, et c'est plutôt un crabe océanique, alors que notre crabe bleu américain est plutôt un crabe lagunaire ou d'estuaire. Alors, si j'en viens justement aux caractéristiques biologiques de ce Calinectes, de notre crabe bleu américain, l'autre espèce étant toujours absente dans nos eaux, heureusement. Son aire de répartition d'origine, ça va être donc les côtes atlantiques américaines du côté est, donc du Canada à l'Argentine. La répartition actuelle en Méditerranée, ça va être l'Espagne, la France, dont la Corse, très fortement touchée actuellement, mais aussi la Manche, l'Atlantique, les Caraïbes, le Japon. Il s'est vraiment bien étalé. Les premiers signalements en France métropolitaine datent de 1901, donc vous voyez que ce n'est pas récent. En Méditerranée, c'est 1935, et puis en France, ça va être dans les années 60, dans l'état de Berre.
Et puis, on a une apparition assez massive dans le delta de l'Èbre en 2013, donc on est vraiment très loin finalement des premiers signalements, puisque dans le delta de l'Èbre, donc en Espagne, on en pêche aujourd'hui entre 400 et 500 tonnes par an, donc c'est devenu un véritable problème, mais aussi une ressource. Il est signalé depuis 2018 en Tunisie. Quelques individus, il a du mal quand même à s'installer en Tunisie parce que le crabe bleu tropical est vraiment présent et doit vraiment lui poser des problèmes pour s'installer. Mais on en trouve aussi donc, sur les côtes sud, au Maroc, en Algérie. Cette espèce, elle commence à faire son apparition un petit peu partout en Méditerranée. Et donc, il a été signalé dans la lagune de Canet en 2017. C'était quelques individus. Et puis, quelques années plus tard, en 2022, 5 ans plus tard, c'était 14 tonnes qui étaient capturées sur une seule année par un petit groupe de 4 ou 5 pêcheurs qui se retrouvaient évidemment complètement démunis. On va le voir ensuite. Donc son milieu de vie, je vous le disais, c'est plutôt des lagunes ou des estuaires, donc des eaux plutôt dessalées. Cette espèce, elle apprécie vraiment ces eaux dessalées et calmes, mais elle va évidemment passer par la mer pour rejoindre les lagunes de proche en proche. Elle a une tolérance à la salinité qui est relativement élevée, entre 2 grammes par litre et 48 grammes. Donc on est sur vraiment quelque chose d'assez large en termes de tolérance à la salinité, en termes de température de 3 à 35 degrés. Donc là aussi, vous voyez que c'est quand même très important. Évidemment, ils sont inactifs en dessous d'une température, en particulier en dessous de 10 degrés. Ils vont s'arrêter de se nourrir tout simplement et même de bouger. C'est un crabe qui vit 3 à 4 ans, donc qui grandit très vite, et puis qui va pouvoir atteindre près de 1 kg pour une taille de carapace de 23 cm. Donc ça reste un animal assez imposant. C'est un animal qui, pour coloniser comme ça les lagunes en passant par la mer, a des capacités natatoires assez impressionnantes, 15 km par jour à la nage, donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable pour un crustacé. Un régime alimentaire très agressif et opportuniste, il va pouvoir se nourrir d'à peu près tout, que ce soit d'autres crustacés, mais aussi des poissons, des amphibiens, des mollusques, jusqu'à des juvéniles d'oiseaux quand il est sur le bord des lagunes, des lagunes côtières de la Méditerranée. Donc on sait qu'il mange à peu près 20% de juvéniles de poissons, mais tout le reste, ça va vraiment être en fonction de ce qu'il va trouver. Il peut même consommer des algues, mais on sait donc qu'en dessous de 15 degrés, généralement, l'alimentation va quand même pas mal se calmer. On a vu aussi, nous, en laboratoire, qu'il était capable de manger des juvéniles d'huîtres jusqu'à 7-8 cm, donc il est capable de les ouvrir, de les ronger et de les ouvrir, ce qui pose des problèmes, évidemment, en ostréiculture. Les ostréiculteurs chez nous sont particulièrement inquiets de l'arrivée de cette espèce. Il n'a malheureusement pas vraiment de prédateurs au stade adulte. C'est un animal qui, évidemment, aux États-Unis, a des prédateurs, des gros poissons, des gros poulpes, des grosses espèces qui vont pouvoir le consommer. Chez nous, mis à part le poulpe un peu, la sèche, quelques congres qu'on ne trouve pas trop en lagune, évidemment, les prédateurs ne sont pas présents. Sur les juvéniles, oui, on trouve des prédateurs, mais sur les adultes, ça va être plus compliqué. Et donc cette espèce, elle a finalement tout le potentiel pour se développer puisqu'elle n'a pas ses prédateurs et qu'on le verra ensuite, elle n'a pour l'instant pas vraiment de parasites qui soient actifs sur son contrôle. Au niveau de la reproduction, la maturité sexuelle arrive très rapidement, entre 12 à 18 mois. Chaque femelle peut pondre jusqu'à 7 millions d'œufs par ponte et elle peut pondre plusieurs fois, donc avec une libération des œufs massive, avec une durée de vie larvaire qui va être de l'ordre de 30 à 50 jours. Alors c'est plutôt 50 que 40 en fonction de la température de l'eau. Et on trouve maintenant, depuis quelques années, des femelles grainées, c'est-à-dire qui portent des œufs et potentiellement donc, des larves prêtes à éclore dans nos lagunes méditerranéennes, avec donc ensuite une larve qui va partir, une fois qu'elle aura éclos, que la femelle les aura libérées vers le large pour se développer dans le plancton avant de revenir à la côte pour s'installer dans les lagunes. Alors on a fait une première étude préliminaire à l'Observatoire océanologique de Banyuls entre 2020 et 2022, au début de l'invasion, de l'infestation dans la lagune de Canet, qui nous a permis finalement de confirmer ce qui était connu sur cette espèce aux États-Unis, dans son aire d'origine, à savoir une croissance très rapide, le fait qu'elle se nourrisse à peu près tout, qu'elle ait une très 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 bonne résistance à la température et à la salinité. Nous, on les a montés jusqu'à 37 degrés sans avoir de problème majeur sur ces crabes à 37 degrés, alors qu'à 37 degrés, vous imaginez bien que tout est mort normalement. Lui, il n'avait pas de souci, et on a pu vérifier qu'évidemment, le poulpe pouvait le consommer, mais quand vous voyez ces quantités de crabes énormes, il faudrait beaucoup de poulpes pour arriver à juguler tout ça. Donc finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de points faibles exploitables pour une éventuelle lutte biologique ou écologique et que finalement seule une pêche intensive allait permettre de contrôler tout ça, pas d'éradiquer, encore une fois on n'y arrivera pas, mais en tout cas au moins de contrôler. Et donc il a fallu trouver des solutions pour aider les pêcheurs de la lagune de Canet
qui semblait être une sorte de base arrière pour ce crabe qui se reproduisait là-dedans et qui pouvait après aller coloniser les autres lagunes. Et c'était ça qui était l'inquiétude, en particulier pour la lagune de Leucate, où il y a beaucoup d'activités ostréicoles et mytilicoles, donc la culture des huîtres et des moules. Et ce qu'on voulait surtout, c'était ne pas mettre en place une sorte de pêche durable, comme c'est le cas en Tunisie ou en Espagne, où en fait maintenant, comme l'espèce arrive à être exploitée, ils relâchent les femelles grainées quand ils les prennent, donc les femelles pleines d'œufs, de manière à faire en sorte que le stock se renouvelle. Donc ça a été un peu compliqué. On a réussi finalement à la suite de ces études. Donc là, vous voyez la croissance se fait par mue. Vous voyez qu'un individu de 2 cm, en 4 mois, il arrive à 14 cm. Et là, sur la photo en bas à droite, c'est suite à une mue, donc un individu qui va en fait changer de carapace, et en l'espace d'une nuit, il va se gonfler et vraiment avoir une taille qui devient explosive, et donc très rapidement on atteint la taille adulte en quelques mois avec ces processus de mue qui sont assez impressionnants. Et donc à Canet, la lagune qui est toute petite, qui fait 4,8 km², elle a été envahie. Près de 40 tonnes de crabes bleus ont été capturés dans cette lagune en quelques années, et les pêcheurs se sont retrouvés désemparés. Alors on avait beau dire, le crabe bleu, comme je vous le disais au début, il est excellent, mangez-en. Ce n'est pas dans la culture locale que de manger des crustacés, et en particulier du crabe bleu qu'on ne connaît pas, qu'en plus on appelle une espèce exotique ou une espèce envahissante, ça n'en est pas forcément envie. Toujours est-il que le marché n'a jamais réussi à se mettre en place, que les crabes capturés par les pêcheurs, ils étaient jetés, ils étaient passés à l'équarrissage où ils étaient mis à sécher au bord de la lagune, et que donc les pêcheurs finalement pêchaient des crabes en quantité dans leurs filets, qui leur découpaient les filets, qui anéantissaient tout ce qu'il y avait dans la lagune, à savoir leur prise habituelle, les anguilles, mais aussi d'autres poissons comme les muges ou les dorades. Donc elles avaient tout détruit, ou elles les ont fait fuir tout simplement, donc il n'y avait plus que du crabe qui n'arrivait pas à écouler. Et donc c'est pour ça qu'on a insisté pour essayer, au travers d'un plan d'action régional crabe bleu, de mettre en place un projet scientifique qui serait mené avec les pêcheurs, financé par l'État, par la région Occitanie, soutenu par le département des Pyrénées-Orientales, avec en association donc, le syndicat mixte du Réart qui gère la lagune de Canet, l'Observatoire océanologique de Banyuls et l'Université de Perpignan, pour essayer donc de faire en sorte de mettre en place des études qui nécessiteraient d'utiliser des crabes, ces crabes étant pêchés par les pêcheurs, et les pêcheurs étant rémunérés pour pêcher ces crabes. Ce qui permettait d'avoir comme ça une activité économique pour patienter à ces pêcheurs pendant 1 an, 2 ans, d'avoir un salaire minimum qui leur permette de subsister en attendant de trouver des solutions. Et comme ça, peut-être aussi, malgré tout, en imposant une pression assez forte à cette espèce, de faire en sorte que les stocks diminuent fortement. Donc cette étude, elle a été portée, donc, encore une fois, par l'Observatoire océanologique de Banyuls et par l'Université de Perpignan. À l'université, c'est Marion Jaraya, qui est maître de conférence, qui a porté tout ce qui concernait la pêche et la caractérisation en fait, des stocks dans la lagune, les stocks en termes de taille, en termes de sexe ratio, mais aussi en termes de répartition, donc en étroite collaboration avec les pêcheurs qui utilisaient leurs engins de pêche habituels mais renforcés, donc des verveux. Il y a eu des filets qui ont été placés à différents endroits de la lagune, 10 stations de pêche, et la pêche s'est étalée de 2022 à 2024 pour essayer de voir ce qu'on pouvait capturer comme crabe et essayer de voir un petit peu en termes démographiques ce qui se passait. Et ce qu'on voit, c'est que si au départ on avait surtout des gros individus et principalement des mâles, très rapidement, en 2023 et 2024, on a vu l'apparition massive de femelles et puis de juvéniles, ce qui voulait dire que finalement le cycle était bouclé. Alors le cycle était bouclé, on le savait aussi parce que les captures de plancton qui étaient prévues dans le cadre de ce projet, elles permettaient de capturer des larves de crabe, mais quoi qu'il en soit, on ne sait pas si ces larves de crabe elles étaient originaires de la lagune de Canet ou si ce n'étaient pas des larves de crabe qui venaient d'ailleurs, emmenées par les courants, et celles de Canet finalement partaient aussi ailleurs, vers l'Espagne ou remontaient du côté PACA. Quoi qu'il en soit, en tout cas, le cycle était bouclé, et cette étude, donc, elle a permis de voir où se trouvaient les mâles, qui sont plutôt sédentaires, les femelles, qui sont plutôt mobiles. Les femelles, en fait, elles vont, au moment de la reproduction, avec les mâles, rejoindre les eaux plutôt douces, donc aller vers les cours d'eau de la lagune, pour aller s'accoupler. Une fois qu'elles se seront accouplées, elles vont passer quelques semaines dans la lagune, le temps de la maturation des œufs, et une fois que les œufs seront mûrs, elles vont ensuite aller vers les gros, c'est-à-dire vers la sortie de la lagune, pour aller rejoindre la mer et émettre leurs larves afin qu'elles puissent vraiment boucler leur cycle de vie planctonique avant de revenir à la côte, chez nous ou ailleurs. Et donc, grâce à ces résultats, il y a des propositions de capture ciblées qui ont été proposées, de collecter par exemple au printemps et en été dans les zones dessalées les individus en reproduction pour justement essayer de contrôler cette reproduction, de collecter en été et en automne à la sortie des gros les femelles grainées pour les empêcher de revenir en mer et de lâcher leurs larves. Et puis aussi, il a été question à un moment donné de fermer les gros, donc de fermer ce chenal qui lie la
la lagune à la mer, au moment où, en fait, où il pouvait y avoir des entrées de larves, donc quelques temps après la reproduction, en gros dans les 50 jours qui suivaient cette reproduction. Donc on a ensuite travaillé sur l'impact sur l'écosystème. Donc c'est Stéphane Ourdez de l'Observatoire océanologique de Banyuls qui a mené cette étude sur un site en fait, qu'il connaissait très bien, qu'il avait suivi avant l'arrivée du crabe bleu. Et il connaissait très très bien la faune benthique, donc tous les animaux qui se trouvent dans le substrat de la lagune, et en particulier les mollusques. Et donc il s'est rendu compte que, alors qu'on avait une abondance assez importante d'un petit bivalve, donc un petit mollusque que vous voyez ici en photo, qui était vraiment présent de l'ordre de 150 à 200 individus pour des surfaces d'à peu près 1 mètre carré. À partir du moment où le crabe bleu est arrivé, l'espèce en fait, a commencé à diminuer en densité pour se retrouver à une densité d'à peu près 50 individus par mètre carré, donc une réduction par 4 quasiment de la densité. Et en parallèle, on a commencé à avoir aussi une augmentation de la présence des coques, donc un autre mollusque, qui lui par contre a une coquille beaucoup plus épaisse que celle du petit bivalve Abra segmentum, et donc on suppose que ces coques en fait résistent mieux aux crabes, et en particulier aux juvéniles de crabes qui se trouvent dans ces zones, et que donc elles ont pu prendre comme ça petit à petit la place de l'espèce beaucoup plus abondante au départ qui était Abra segmentum. Donc il y a un vrai impact sur ces espèces de mollusques, mais pas que, puisqu'on a vu aussi une disparition des anguilles, une disparition des dorades, donc on ne sait pas encore une fois si elles ont été chassées, si elles ont été consommées, mais toujours est-il que sur toute la période où il y a eu ce crabe, les pêcheurs ne prenaient quasiment plus que du crabe bleu, et ils ne prenaient plus non plus de crabe vert, qui était l'espèce vraiment hyper abondante dans la lagune, l'espèce native, qui avait vraiment disparu et qu'on retrouvait par contre très très près du bord, des fois sous les arbres, qui étaient vraiment chassés a priori de la lagune par le crabe bleu. Il y a eu d'autres résultats, des résultats complémentaires, dont la parasitologie qui a été menée par Yves Desdevises, qui est présent ici, avec son équipe. Donc eux, ils ont montré finalement que le crabe, il porte des parasites, mais que la prévalence, elle est relativement faible jusqu'ici, que la mortalité qui est connue pour ces parasites, donc entre autres un parasite qui s'appelle Hématodinium, qui sur les populations locales aux États-Unis va avoir un impact très fort en termes de mortalité, ben, chez les populations locales, enfin chez les populations maintenant chez nous de crabe bleu, ce parasite il commence à être présent, il est présent d'ailleurs chez le crabe bleu et chez le crabe vert, il faudra vérifier si c'est exactement la même espèce, mais quoi qu'il en soit, il y a un hématodinium présent, mais a priori, il ne commence pas encore à avoir des effets en termes de mortalité sur l'espèce, donc pas de contrôle. Donc il est possible par contre que plus tard, parce qu'il y a plusieurs espèces de parasites qui ont été recensées, des métazoaires, mais aussi des unicellulaires comme l'hématodinium, ben, il est possible qu'on ait quand même une régulation qui puisse se faire grâce à ces parasites. Et puis en termes de limites physiologiques, puisque c'était aussi un des objectifs, moi, quand j'ai travaillé sur l'espèce, j'avais regardé un petit peu l'effet on-off. En gros, on prenait les animaux et puis on regardait en fonction de la température s'ils étaient vivants ou morts, en fonction de la température ou de la salinité qu'on leur imposait. Là, Stéphane Ourdez lui a regardé plutôt des phénomènes plus précis, en s'intéressant au rythme cardiaque, à des problématiques de respiration. Et là, on se rend compte évidemment que le crabe, il a une tolérance très importante, mais il a quand même une limite. Et la limite, justement, on l'a vu en fait en 2023, période de canicule chez nous. Plus d'arrivée d'eau douce dans la lagune, une forte évaporation. La salinité de la lagune est montée à 50 grammes par litre, voire même 56, 57 grammes dans certaines zones. Et là, le crabe a disparu. Mais malheureusement, tout ce qui était présent dans la lagune a disparu. Donc on a eu un moment de répit pendant 1 an où il n'y a plus eu de crabe bleu. Et malheureusement, aujourd'hui, on a un retour, puisqu'il y a eu des précipitations. Et depuis 2 ans, on voit bien quand même que ça revient. La salinité de la lagune est redevenue plus ou moins normale. Et on a un retour de plus en plus massif du crabe bleu. J'ai eu encore les pêcheurs hier au téléphone qui me disaient que oui, ils prennent des crabes bleus en quantité, des mâles grainées, des juvéniles, des adultes. Donc l'espèce s'est réinstallée très rapidement. D'autant plus que la lagune avait été fatiguée par atteinte en tout cas par cette problématique de sursalinité, plus la problématique de l'invasion au crabe bleu précédente, et donc du coup le crabe bleu a retrouvé très rapidement sa place dans cette lagune. Certainement que ce sont des individus adultes, encore une fois, qui ont migré depuis d'autres lagunes ou depuis l'Espagne, ou PACA, pour rejoindre nos eaux et de nouveau recommencer un cycle. Alors il faut savoir qu'en Occitanie, si on sort de Canet, c'est depuis 2023-2024 que maintenant on voit apparaître ce qui s'est passé à Canet à l'échelle du littoral de l'Occitanie, avec des captures de plus en plus importantes. Alors rarement en mer. En mer, c'est souvent quand on capture des animaux, ce sont des animaux qui sont en transition d'une lagune à une autre. Mais par contre, des lagunes qui vont être particulièrement touchées aussi, alors que ce soit l'étang de Thau, mais aussi l'étang de l'Or, l'étang de Sals-le-Cat aussi commencent à être touchés. Donc on a une montée en puissance de cette espèce, y compris dans les estuaires en Petite Camargue, par exemple,
En PACA aussi, on commence à en voir. Et puis en Corse, alors là, en Corse, ça devient un vrai problème, qui est finalement le même problème que celui qu'on a connu à Canet, avec des lagunes qui sont très présentes en Corse, qui sont pour la plupart maintenant très touchées par cette espèce de crabe bleu américain. Et puis, c'est évidemment pas lié, enfin, ce n'est pas centré que sur l'Occitanie. Il faut savoir qu'à l'échelle méditerranéenne, maintenant, ce crabe bleu américain, il a colonisé toute la Méditerranée, que ce soit la Méditerranée orientale ou occidentale, avec des densités plus ou moins importantes. Je vous disais, en Tunisie, pour l'instant, il s'installe, mais malheureusement, il subit la concurrence, enfin, heureusement plutôt, il subit la concurrence de l'espèce de crabe bleu tropical Portunus egnis. Mais en tout cas, il y a des signalements de plus en plus importants un peu partout, jusqu'à l'extrême est de la Méditerranée et autour de Gibraltar, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer justement la compréhension du cycle de développement de cette espèce? Ça va être de la télémétrie acoustique pour essayer de comprendre un petit peu mieux le déplacement des individus. Ça commence à être fait en Corse, ça s'est fait aussi un petit peu à Canet, ce qui permet de mieux comprendre aussi les déplacements des femelles en complément des pêches expérimentales. L'ADN environnemental qui a été développé avec un fort soutien de l'État et de la région en Occitanie, permet justement une détection précoce dans certaines lagunes de ce crabe qu'on ne voit pas forcément. En fait, il a tendance aussi à s'enfouir. Et puis la modélisation du transport laver qui a été faite par des collègues qui sont Guillaume Marchessault et M. Barrier à l'Université de Corse, qui ont montré, grâce à des modèles mathématiques qui mettaient en jeu les larves de ce crabe bleu, que finalement les populations des régions Occitanie et PACA, elles sont connectées à celles du littoral espagnol et des Baléares, et que celles de la Corse, elles sont plutôt reliées aux populations de Sardaigne, de Sicile et de Tunisie. Donc on le voit sur le schéma, il y a des flux de larves comme ça entre les différentes régions. Et ça veut dire tout ça que finalement la lutte, elle doit se faire de manière intégrée, au niveau interrégional d'une part, mais aussi au niveau international avec les pays qui sont malheureusement atteints par cette espèce. Alors, si on sort du contexte crabe bleu, dans les stratégies de lutte contre les espèces non indigènes et surtout les espèces exotiques envahissantes, il va y avoir plusieurs façon de faire. Il y a déjà des méthodes de surveillance et des méthodes de gestion, surveillance participative, donc en particulier citoyenne, mais aussi professionnelle, via des réseaux de signalement. Alors pour le crabe bleu, par exemple, il y a un réseau qui s'appelle Sapidus Watch, qui permet justement de référencer tous les signalements de ce crabe bleu, que ce soit par les professionnels ou même des particuliers, qui reviennent ensuite vers les professionnels ou les organismes gestionnaires de l'environnement pour signaler la présence de cette espèce. Il va falloir aussi évaluer les risques écologiques avant l'introduction de certaines espèces qui pourrait avoir un impact sur le milieu, si on veut faire une lutte biologique, par exemple. Donc ça, il vaut mieux l'éviter même. Et puis on va avoir après comme moyen les luttes physiques, la pêche, c'est ce qu'on a fait sur le crabe bleu, trouver des moyens de financement, des leviers de financement des pêcheurs locaux pour arriver à faire en sorte de juguler en tout cas de réduire ces infestations par ces espèces non désirées dans nos eaux. On peut aussi imaginer des luttes chimiques ou biologiques, ça avait été le cas avec la Caulerpa taxifolia, ça a plus ou moins fonctionné. Il faut éduquer, sensibiliser aussi le grand public, en particulier sur les relâchés d'animaux exotiques, et puis adapter les infrastructures portuaires pour réduire les risques de contamination du milieu, en favorisant le traitement des eaux de ballast, mais aussi le nettoyage des coques des navires. On a aussi des leviers juridiques et politiques. Donc il y a des cadres réglementaires qui existent maintenant au niveau national et européen. Je vous parlais du cadre qui existe pour les espèces exotiques envahissantes avec cette classification en 1 et en 2 qui va vraiment contraindre finalement ensuite le déplacement et la vente de ces animaux avec des risques de réintroduction. Il y a des engagements internationaux qui sont pris au travers de conventions, entre autres la Convention sur la diversité biologique, des plans d'action. Vous avez vu, il y a un plan régional d'action sur le crabe bleu, il y a des plans d'action nationaux, il y a des plans territoriaux de lutte aussi qui peuvent exister. Il y en a un aussi donc, de plan territorial de lutte sur le crabe bleu en Corse. Mais tout ça, l'efficacité, en fait, elle varie selon la coordination, les moyens et évidemment les priorités politiques. Donc ça n'a pas toujours un impact direct et des solutions directes. Quoi qu'il en soit, la recherche, elle reste aussi au centre de tout ça. En termes de perspective, la recherche scientifique, elle va être importante pour mieux documenter la biologie de ces espèces envahissantes, pour développer des outils de modélisation et de prédiction de leur envahissement, pour renforcer aussi les coopérations scientifiques transfrontalières. On a bien le cas ici, chez nous, avec le crabe bleu présent à Canet et puis le crabe bleu présent au niveau du delta de l'Èbre. Donc il faut mettre en commun les forces scientifiques pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Et puis c'est important aussi d'inclure les citoyens et les acteurs locaux dans la surveillance. Alors pour terminer, je vais vous donner un exemple de tout ça. C'est un projet qui est actuellement développé à l'Observatoire océanologique de Banyuls, qui est porté par Stéphane Ourdez, qui est un chercheur à l'Observatoire. Ce projet, c'est un projet qui
en fait, est un projet Interreg, donc un projet européen, Interreg POCTEFA, qui va mettre en lien différents partenaires du côté français et du côté espagnol, donc le CNRS à Banyuls, l'Université de Perpignan, mais aussi l'équivalent du CNRS en Espagne, le CSIC, puis aussi des associations de divulgation scientifique, en fait, comme l'association Les Petits Débrouillards, et des gestionnaires d'espaces naturels, la réserve marine de Cerbar-Banyuls, le parc naturel marin du golfe du Lion, le syndicat mixte du Réar qui gère l'étang de Canet, et puis le parc naturel d'Aguamoils, qui en Espagne aussi va être touché par cette espèce quand elle arrivera vraiment à s'installer dans ces eaux. Alors voilà l'organisation du projet. Ce projet va s'organiser autour évidemment de recherches scientifiques. On va voir à quoi elles vont servir, de sciences citoyennes qui vont permettre justement de communiquer, de sensibilisation du grand public dans des structures comme la nôtre, le Biodiversarium à Banyuls, qui est un centre de culture scientifique qui justement a pour visée de montrer au grand public les richesses de notre Méditerranée, mais aussi les menaces qui pèsent sur elle et les moyens qu'on a au niveau scientifique pour essayer de contrer ces menaces. Et puis on va faire appel évidemment aux gestionnaires d'espaces naturels, donc encore une fois, réserve naturelle, parc marin, côté français et côté espagnol. Il faut savoir qu'ici, en ce qui concerne la lagune de Canet et Saint-Nazaire, les premiers suivis de l'infestation du crabe bleu à Canet ont été menés par le parc naturel marin du golfe du Lion, qui pourtant était hors de son aire, puisque le parc naturel marin du golfe du Lion n'a pas en gestion les lagunes, mais avait quand même pris en main les premières études, les premiers suivis sur ce crabe bleu, parce qu'évidemment, si le crabe était dans la lagune, c'est qu'il était passé par la mer, encore une fois, et que donc, il fallait quand même peut-être faire quelque chose pour s'assurer qu'il ne pose pas de problème sur le milieu marin en particulier. Donc, en ce qui concerne ce projet au niveau des implications scientifiques, ce projet ne va pas concerner que le crabe bleu, il va concerner les espèces exotiques envahissantes et plus généralement les espèces non indigènes. Le crabe bleu sera évidemment un peu le fer de lance de l'étude parce qu'on a accumulé beaucoup de données, qu'il y a un réseau qui est fait et qu'on sait comment approcher justement les études par rapport à cette espèce. On a les outils maintenant, que ce soit au niveau moléculaire, au niveau de différents procédés qui vont permettre de mieux comprendre ce qui se passe des deux côtés de la frontière, sachant que lui, le crabe, n'a évidemment pas de frontière et qui passe d'un côté à l'autre sans aucun problème. Je vous rappelle, 15 km par jour à la nage, le cap de Crest ne lui pose aucun souci en termes de traversée. Et donc, on va pouvoir travailler sur des problématiques d'identification morphologique, mais aussi des approches qui se feront au travers de codes barres génétiques dans le plancton pour essayer de repérer les larves de ces espèces non indigènes ou potentiellement exotiques envahissantes dans nos eaux. On va pouvoir travailler donc au niveau de l'ADN environnemental en particulier sur cette diversité d'espèces. Le cas du crabe bleu, donc, qui est un cas concret, sera vraiment bien mis en avant dans le cadre de ce projet POCTEFA, avec un suivi des populations, le suivi des larves dans le plancton à une plus grande échelle que ce qui s'est fait jusqu'à présent, puisque ça se cantonnait quasiment à la lagune de Canet et à la sortie de la lagune de Canet. On va essayer de comprendre aussi plus largement quelles sont les perturbations sur l'écosystème, en particulier sur le comportement benthique, c'est-à-dire tout ce qui est au fond. Et puis, essayer de voir aussi les perturbations sur les services écosystémiques que nous permettent la nature et la biodiversité, donc avec en particulier ces problématiques que pose ce crabe bleu sur la pêche. Et donc, on regardera la problématique crabe bleu sur la pêche, mais aussi des autres espèces sur la pêche. Et puis, finalement, aussi le lien de terre-mer avec la possibilité que des espèces comme le crabe bleu viennent perturber la vie faune. On a vu le cas à Canet, on n'est pas sûr encore que ça soit vraiment que le crabe bleu en soit la cause, mais c'est très fort probable. Des flamants roses qui, à un moment donné, ont déserté la lagune de Canet pour aller se retrouver du côté mer. Donc, ils allaient quelques centaines de mètres plus loin avec les baigneurs du côté mer. Certainement parce qu'ils étaient gênés par les crabes et parce qu'aussi les proies de ces flamants roses, qui sont des petits crustacés, avaient certainement été aussi extrêmement prédatés par ce crabe bleu. On n'en a pas la preuve, mais toujours est-il qu'il y a eu une concomitance entre la présence du crabe bleu et la disparition ponctuelle de ces flamants roses qui sont revenus depuis, qui repartiront peut-être, puisque maintenant la salinité de la lagune est en train de redevenir normale. Voilà, donc c'est un programme de recherche sur 3 ans, 2025-2027, et au-delà de cette période, évidemment, dans le cadre de ces projets Interreg portés par l'Union, par la communauté européenne, il y a évidemment un souhait de pérenniser tout ça, donc en développant des collaborations transfrontalières qui seront durables autour de ces espèces non indigènes ou exotiques envahissantes, en permettant le partage d'observations,
en alimentant des bases de données, ça c'est vraiment très important, on le voit sur celles qui existent sur le crabe bleu, en fait on arrive vraiment à avoir des données assez fiables et de voir un petit peu comment ce crabe se déplace et surtout s'étend sur le territoire national et ailleurs. Et puis évidemment de travailler de manière étroite avec les gestionnaires d'espaces naturels du côté français et du côté espagnol pour essayer de faire en sorte qu'on arrive tous de concert à mettre en place des mesures, encore une fois, de contrôle, mais non pas d'éradication. L'éradication, on n'y arrivera pas. Il y a un point que j'ai juste évoqué, c'est la commercialisation de ce crabe bleu. Là aussi, ça pourra faire partie des discussions. Il y a un problème évidemment de coût, en fait, de coût de la main-d'œuvre. En France, on n'arrive pas du tout à le commercialiser parce que le coût de la main-d'œuvre est vraiment trop élevé. Que, encore une fois, sur notre territoire, les crustacés ne sont pas forcément très prisés. Mais les Espagnols, par exemple, avec une main-d'œuvre un petit peu moins cher, arrive à exporter ce crabe bleu vers l'Asie, comme le font les Tunisiens. Et donc il y a une vraie filière qui a pu se mettre en place, chose que pour l'instant en France, que ce soit métropolitaine, continentale en tout cas, et en Corse, on n'arrive pas à faire. Voilà, mais en tout cas, il y a des projets donc, scientifiques qui continuent, mais ces projets scientifiques, encore une fois, ils sont transversaux, ils sont internationaux, ils sont transfrontaliers, et surtout, ils font appel à des compétences en médiation, en sciences et en gestion de l'environnement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Pascal. Je vais profiter de la première question